La femme de ménage entra dans la banque de luxe d'un pas prudent, serrant son sac de toile contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier. La porte vitrée se referme derrière elle avec un claquement sec, attirant l'attention de quelques clients qui patientent dans la file. Le sol de marbre reflète les lumières blanches du plafond et l'air porte cette odeur propre et distante typique des endroits où l'argent circule en silence. Carla a 35 ans, porte un uniforme simple et est visiblement sale, avec des traces de poussière sur son pantalon et des taches de produits d'entretien sur les manches. Elle arrive directement du bâtiment voisin, où elle vient de terminer un service supplémentaire. Elle a passé l'après-midi à nettoyer couloirs, toilettes et escaliers parce qu'elle avait besoin d'argent. Dans son sac, soigneusement plié dans une enveloppe froissée, se trouve un chèque. C'est le paiement d'un ancien service, quelque chose qu'elle a attendu pendant des mois. Une somme importante, suffisante pour changer sa vie, si elle était déposée correctement. Dehors, Lucas et Rita discutent au téléphone dans la voiture, réglant des questions urgentes de la banque. Ils avaient demandé à Carla d'entrer seule pour effectuer le dépôt, une démarche simple et rapide. Carla inspire profondément avant de s'approcher du comptoir central où se trouve l'accueil. Le directeur Polo lève lentement les yeux en la voyant. Son regard parcourt l'uniforme, les mains sales, les chaussures usées. Il fronce les sourcils avec mépris, avant même qu'elle ne dise un mot. Fernanda, l'employée à côté de lui, remarque son expression et se penche légèrement, curieuse. D'une voix basse et polie, Carla explique qu'elle souhaite déposer un chèque. Elle tend l'enveloppe avec précaution, essayant de paraître confiante. Paolo prend le papier avec 2 doigts, comme s'il touchait quelque chose d'indésirable. Il l'ouvre, regarde le montant et écarquille les yeux une seconde. Peu après, il laisse échapper un rire bref, attirant l'attention de ceux qui se trouvent à proximité. Il demande où elle a obtenu cela, insinuant que cet argent ne correspond pas à quelqu'un comme elle. Fernanda croise les bras et secoue la tête, avec un sourire moqueur. Quelques clients commencent à observer, attirés par le ton de la conversation. Carla explique que c'est le paiement d'un ancien service et qu'elle a un compte dans la banque. Polo fait semblant de chercher quelque chose sur l'ordinateur, mais abandonne rapidement. Il dit que le chèque est sale, froissé et que les documents dans cet état ne sont pas acceptés. Il ajoute que cette banque n'est pas un endroit pour les gens qui se présentent ainsi. Lorsque Carla insiste, Polo perd patience. Il prend le chèque, le déchire en morceaux devant tout le monde et le jette dans la poubelle à côté du comptoir. Le geste est rapide, cruel et définitif. Certaines personnes rient, d'autres détournent le regard. Carla sent sa poitrine se serrer, mais elle garde sa posture. Sans rien dire de plus, elle prend son sac et sort. Dehors, elle s'appuie contre le mur de verre, respirant profondément pour ne pas pleurer. Lucas et Rita parlent encore au téléphone, sans remarquer ce qui s'est passé. Dans la voiture, pendant le trajet, le silence de Carla révèle que quelque chose ne va pas. Rita le remarque immédiatement. Quand Carla raconte ce qui s'est passé, mot pour mot, le visage de Lucas se durcit. Il serre le volant avec force, respirant profondément. Rita sent ses yeux piqués, non pas de tristesse mais d'une indignation profonde. Ce n'était pas seulement une erreur de service, c'était du mépris pur. Carla n'était pas une simple femme de ménage. Elle était l'héritière majoritaire de la Banco Paulista. 51% des actions étaient enregistrées à son nom depuis la fondation de la banque. Mais personne là-bas ne le savait. Et c'est précisément pour cela que Lucas et Rita avaient toujours insisté pour qu'elle mène une vie simple, en travaillant, en comprenant la valeur des choses. Ce soir-là, Lucas passe un appel direct à l'avocat de la famille. Il demande une réunion d'urgence avec tous les employés de l'agence de l'Avenida Paulista. Il n'explique pas les détails. Il dit seulement que c'est urgent. Les jours suivants sont silencieux. Carla continue à travailler, nettoyant couloirs, portant seau, essayant d'éloigner de son esprit l'humiliation. Le vendredi arrive chargé de tension. Quand Carla retourne à la banque, elle porte des vêtements simples, mais propres. L'uniforme est rangé dans le sac. Elle marche entre Lucas et Rita, qui avancent d'un pas ferme. 2 avocats les suivent de près. Le vigile remarque immédiatement que quelque chose d'inhabituel se passe. Paolo descend en hâte, après avoir été averti de l'arrivée des propriétaires. Son sourire professionnel disparaît quand il reconnaît la femme. Fernanda pâlit en la voyant là, maintenant dans une autre position, un autre contexte.
Lucas demande que tous les employés présents le jour de l'incident se réunissent dans le hall. Un à un, ils descendent, confus, appréhensifs. Le silence envahit l'espace lorsque Lucas se présente et révèle qui est Carla. Il décrit calmement tout ce qui s'est passé. Chaque mot, chaque geste. Rita parle de la douleur, de l'humiliation, de la question que Carla a posée en rentrant à la maison. Certains employés baissent la tête, d'autres ne savent pas où regarder. Les images des caméras sont projetées. Impossible de nier. Paolo essaye de se justifier, disant qu'il ne savait pas qui elle était. Lucas l'interrompt immédiatement, précisant que le respect ne dépend pas du statut, du poste ou de l'apparence. Carla fait alors un pas en avant. Elle regarde Paolo directement et pose la question à laquelle personne ne peut répondre. Si elle n'était pas propriétaire de la banque, quelqu'un aurait-il présenté des excuses? Le silence confirme tout. Lucas annonce la décision finale. Tous les impliqués seront licenciés immédiatement. Non par vengeance, mais par cohérence avec les valeurs de la banque. Il n'y aurait pas de place pour ceux qui humilient un autre être humain. Les enveloppes sont remises. L'atmosphère est lourde, définitive. Carla serre la main de Rita, sentant que quelque chose de plus grand se produit, quelque chose qui changerait cette banque pour toujours. Le silence qui suit la remise des enveloppes semble peser plus que n'importe quel mot. Certains employés retiennent leurs larmes, d'autres restent immobiles, comme s'ils essayaient encore de comprendre comment tout avait changé si vite. Paolo garde les yeux fixés sur le sol, incapable de regarder Carla ou Lucas. Fernanda essuie son visage de ses mains tremblantes, consciente qu'aucune justification n'effacerait ce qui avait été fait. Lucas remercie tout le monde d'être présent et clôt la réunion avec peu de mots. Il dit que la banque va subir des changements profonds et que cette situation ne se reproduira jamais. Ensuite, lui, Rita et Carla marchent lentement vers la sortie sous des regards silencieux. La porte vitrée se referme derrière eux, marquant la fin d'un chapitre que beaucoup là-bas n'oublieraient jamais. Dans les jours qui suivent, la nouvelle se répand rapidement. Employés licenciés en une seule matinée, vidéos internes divulguées, commentaires dans les cercles de discussion du marché financier. Certains essaient de minimiser, d'autres essaient de blâmer Carla elle-même, disant que personne ne pouvait deviner qui elle était. Mais les enregistrements parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de place pour des versions alternatives. Paolo cherche une aide juridique, croyant pouvoir renverser la situation. L'avocat analyse les documents, les vidéos, les témoignages. Il dit franchement qu'il n'y a pas de défense possible. Le problème n'était pas d'avoir commis une erreur technique, mais d'avoir humilié quelqu'un. Paolo quitte le cabinet avec le sentiment que sa carrière s'est terminée là. Fernanda demande un transfert dans une autre ville, mais la demande est refusée. Elle choisit de démissionner avant que l'embarras ne devienne insupportable. Pour elle, le poids le plus lourd n'est pas la perte de l'emploi, mais le souvenir constant du regard de Carla le jour de la réunion. Pendant ce temps, la Banco Paulista entre dans un processus de refonte. Lucas et Rita engagent des consultants spécialisés en services humanisés. Ils créent des formations obligatoires, des conférences, des évaluations comportementales. Ils ne veulent pas d'employés qui se contentent d'atteindre des objectifs, mais des personnes capables de traiter n'importe quel client avec dignité. Carla suit tout en silence. Elle reprend son travail normalement, continuant sa routine simple. Nettoyant bureaux, couloirs, salles de réunion. Certains collègues de travail apprennent la vérité et sont choqués. D'autres préfèrent ne pas commenter. Elle reste la même, sans ostentation, sans changer d'attitude. Un jour, quelques semaines plus tard, Carla retourne à la même agence de la banque, cette fois seule. Elle porte des vêtements simples, cheveux attachés, visage serein. Elle ne porte aucun chèque, elle veut seulement observer. Elle est servie par un nouvel employé, qui la salue avec respect et patience, sans prêter attention à son apparence. Carla sourit discrètement. Dans la file, une vieille dame entre, appuyée sur une canne, avec des vêtements usés et une expression fatiguée. Certaines personnes s'écartent, gênées. Carla observe la scène en silence. Quand elle voit qu'il n'y a pas de place pour la dame, elle se lève et lui offre son siège. La vieille dame la remercie, émue. Elle dit que rarement quelqu'un montre une telle gentillesse. L'employé au comptoir voit la scène et sourit, sentant que quelque chose là fonctionne comme il faut. Il n'est pas nécessaire de savoir qui est Carla pour la traiter bien, et elle n'a pas besoin d'être reconnue pour faire de même. Lucas et Rita suivent les rapports de près. L'ambiance interne de la banque change peu à peu.
Les plaintes diminuent, les compliments augmentent. Les clients commencent à signaler des services plus humains, plus attentifs. Le nom de l'institution commence à être associé non seulement à la solidité financière, mais aussi à des valeurs. Paulo, de son côté, rencontre des difficultés. Il tente des postes dans d'autres institutions, mais bute toujours sur le même obstacle. Quand son historique est examiné, la raison du licenciement apparaît. Aucune explication ne semble suffisante. Il finit par accepter un travail simple dans un petit magasin, loin du statut qu'il avait autrefois. Le premier jour, derrière le comptoir du magasin, un enfant entre accompagné de sa mère. Il est sale avec des vêtements simples. Paulo sent son estomac se nouer. Il se souvient immédiatement de Carla. Il serre l'enfant avec soin, patience et respect. Il est trop tard pour réparer le passé, mais pas pour agir différemment dans le présent. Fernanda déménage dans une autre ville et recommence de zéro. Il lui faut des mois pour dormir sans se souvenir de ce mardi-là. En silence, elle reconnaît qu'elle n'a pas été seulement spectatrice. Elle a participé. Cela l'a profondément transformée. La banque continue de croître, mais maintenant avec une philosophie claire. Lucas répète toujours lors des réunions internes que le profit sans caractère ne tient pas. Rita renforce qu'aucune formation technique ne vaut plus que l'empathie. Et Carla, même sans discours, est l'exemple vivant de cette idée. Avec le temps, peu de gens se souviennent des noms des employés licenciés. Mais l'histoire continue d'être racontée en interne, comme un avertissement. Non pour humilier, mais pour rappeler. Chaque nouveau recruté entend le récit lors de l'intégration. Carla continue de travailler par choix personnel. Pour elle, nettoyer des espaces n'est pas un signe d'infériorité, mais de dignité. Elle sait qu'un jour, elle assumera de plus grandes responsabilités dans la banque, mais elle veut le faire avec une compréhension réelle des gens. Par un après-midi ordinaire, Carla retourne à la place en face de la banque. Elle s'assoit sur un banc en bois, observant les enfants jouer. Elle sourit en voyant une petite fille sale de terre courir sans souci. Elle pense à la façon dont les jugements rapides peuvent blesser profondément et à la façon dont de petits gestes peuvent changer des destins. Lucas s'approche et s'assoit à côté d'elle. Il ne dit rien pendant quelques secondes. Puis, il commente que la banque a clos le meilleur trimestre de l'année. Carla répond seulement que c'est bien. Pour elle, le vrai résultat n'est pas dans les chiffres, mais dans l'apprentissage collectif. Rita arrive peu après, apportant du café dans des gobelets simples. Les trois restent là, dans un silence confortable, observant la vie continuer. Aucun d'eux n'a besoin de dire ce que cette expérience a signifié. C'est clair. La Banco Paulista n'a plus jamais été la même. Non parce qu'elle a perdu des employés, mais parce qu'elle a gagné une conscience. Et tout a commencé au moment où quelqu'un a décidé de juger sur l'apparence et a fini par révéler sa propre faille. Carla sait que toutes les personnes n'apprendront pas de la même manière. Certaines auront besoin de se tromper pour comprendre. D'autres peut-être jamais. Mais elle porte en elle la certitude que le respect ne se négocie pas. Elle se lève, époussette la poussière de ses vêtements et retourne chez elle à pied. Il reste encore beaucoup à faire, beaucoup à apprendre. Mais une chose est certaine, cette femme de ménage ne sera plus jamais invisible, pas pour elle-même. Quelque temps plus tard, Carla assume de nouvelles responsabilités dans la banque, sans tambour ni trompette. Elle continue d'arriver tôt, d'observer les gens, d'écouter les histoires. Pour elle, le leadership signifie servir. Lucas et Rita savent qu'ils ont créé quelque chose de plus grand qu'une institution. Ils ont créé une conscience. La femme de ménage humiliée est devenue une référence silencieuse. Chaque client traité avec respect est une réparation invisible. Le chèque déchiré est devenu le symbole d'une erreur qui ne se répéterait jamais. Parce qu'ils ont appris là-bas que la dignité ne dépend pas de l'apparence, du poste ou de l'argent, mais des choix quotidiens faits face à l'autre. Et cette leçon a résonné pour toujours à l'intérieur de la banque et au-delà comme un exemple éternel.